Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Dans l'épisode de cette semaine, nous parlons d'une série de blogs My Local Farmer en anglais qui montre comment une entreprise peut migrer vers le cloud. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci de nous écouter de plus en plus nombreux toutes les semaines. N'hésitez pas à vous abonner dans vos applications de podcast. Vous nous écoutez aussi sur le web, mais c'est quand même plus facile de s'abonner dans les applications de podcast. On est présent sur toutes les bonnes applis. Donc laissez-nous des petits pouces vers le haut, des étoiles. C'est ça qui titille les algorithmes, qui aident à positionner le podcast plus haut dans les listes de recherche. Aujourd'hui, podcast AWS en français avec François Boutruche, qui est Senior Developer Advocate entreprise au niveau global. Bienvenue François, merci d'être là. Tu vas parler d'une initiative que toi et ton équipe et d'autres équipes chez AWS ont pris, qui est d'écrire un blog qui s'appelle My Local Farmer. C'est quoi ? Alors, c'est effectivement un blog d'une entreprise fictive, My Local Farmer. Donc, cette entreprise fictive, son business, c'est d'être une place de marché qui permet au consommateur final d'acheter des produits, des légumes et des fruits frais auprès des fermes qui sont près de chez eux. Mm-hmm. Et pourquoi c'est une entreprise fictive ? Parce que on s'inspire de l'expérience de tous les clients que nous, développeurs advocates, et que les solution architectes aussi rencontrent au quotidien et de leurs propres expériences, mais qu'on ne peut pas partager, parce que c'est leur sauce secrète. Donc on ne peut pas vraiment partager tout le détail des discussions et des étapes qu'ils franchissent dans leur migration vers AWS. Et donc, ce blog, ça nous permet, nous, de raconter cette histoire de l'histoire de cette entreprise, et en étant le plus réel possible, vraiment en partageant, en parlant du point de vue du client, en partageant l'histoire de ses équipes, leurs succès, des fois leurs échecs, les choses qu'ils aiment bien, les choses qu'ils aiment moins. Et on a aussi pris le parti pris d'avoir un avis. Voilà, c'est de temps en temps, on donne un avis assez fort. Par exemple, on a pris le parti pris de pousser très fort sur le Cloud Development Kit, qu'on aime beaucoup, qui permet de développer son infrastructure as code, donc avec les techniques d'infrastructure as code, mais avec son langage de programmation préféré. Donc ça, c'est un parti pris très fort. Donc c'est similaire à des blogs d'engineering de compagnies existantes comme le blog engineering de Netflix ou de Doctolib par exemple, où ils expliquent les technologies qu'ils utilisent, pourquoi, comment, ce qui marche bien, ce qui marche pas bien pour eux. C'est vraiment ça que vous voulez faire. Et si j'ai bien compris, je rephrase, non pas parce que t'étais pas clair, mais ça m'aide à moi vérifier que j'ai bien compris. L'idée c'est d'expliquer une transformation digitale, une migration vers le cloud comme un client le ferait, en vous inspirant des exemples de la vie réelle, mais sur lesquels vous pouvez pas parler parce que vous avez travaillé sous confidentialité avec la société XYZ, mais un peu de regrouper tous ces exemples qui viennent des quatre coins du monde, parce que c'est pas franco-français, de plusieurs entreprises, des grandes, des petites. C'est pour dire, voilà, ça permet de répondre aux questions les plus fréquemment posées aussi par les clients. C'est ça. L'objectif, c'est de répondre aux questions fréquemment posées. D'ailleurs, l'origine de l'initiative vient de là, d'une question que moi j'entendais souvent chez nos clients, c'était comment les autres clients ils font pour faire ça. Et c'était une question qui revenait souvent, et on partage souvent à AWS, on a énormément de références clients qu'on peut partager, mais ça reste des références, on va dire, d'un point de vue technique de haut niveau. On explique de vue d'avion comment un autre client a fait. Mais on ne peut pas rentrer dans les détails techniques. Encore une fois, c'est la sauce secrète des clients. Et c'est de cette idée-là et de cette question-là qu'on entendait sans cesse répéter par les clients qu'on rencontrait, qu'est venue l'idée de ce blog d'ingénierie en se disant, OK, on va créer un client pour lequel on va pouvoir raconter vraiment en détail l'histoire. Et quand je dis en détail, c'est que on partage même du code source, c'est-à-dire que avec ce blog, repo GitHub, c'est ça, il y a un repo GitHub où on partage le code source des exemples qu'on donne dans le blog d'ingénierie. Donc les gens peuvent aller sur le repo, ils peuvent utiliser notre code source pour le déployer sur AWS, pour tester comment ça fonctionne. On a des pas à pas pour déployer les exemples de code, vraiment pour que les gens puissent tester.
j'ai l'intuition que le public cible de ce type de blog, c'est le même public cible que le podcast AWS en français. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai invité pour en parler. Mais tu t'adresses vous vous adressez, puisque c'est un effort d'équipe, vous vous adressez à des builders, à des développeurs, à des gens qui ont les mains sur la console et sur le clavier dans le code. Tout à fait. On s'adresse principalement aux développeurs ou à des managers techniques. On a deux types de blogs. On a des blogs qui vont être un peu, j'irais, du démarrer sur AWS. Souvent d'ailleurs, quand on démarre une histoire, si je prends, j'appelle ça un arc, un peu comme dans une série, on a un arc narratif autour de développer une application Java en mode serverless. Et donc en général, on a un premier article où on veut expliquer, voilà le projet, en disant, en termes de business, voilà ce qu'on veut réaliser, donc voilà l'application, l'objectif, et ensuite on a un article où on va décrire l'architecture, et puis petit à petit les articles vont devenir de plus en plus techniques pour aller dans le détail de l'implémentation, comment on a fait le test, comment on a fait le monitoring, comment on a fait tout, voilà. Donc plus ça va et plus on va dans le détail. Donc les premiers articles vont intéresser des leaders techniques ou des managers techniques, et plus on va aller dans le détail et plus effectivement on va intéresser des développeurs et des builders qui vont là pouvoir aller récupérer le code source, regarder comment ça fonctionne, regarder comment on a fait. Donc voilà le public, mais toujours avec un profil technique. Donc c'est public technique et des mini-séries dans le blog. Tu dis déployer une application Java sur serverless. C'est quoi le type de contenu? D'abord, est-ce qu'il y a toujours ce format mini-série? Quel est le projet? Comment je l'ai fait? Ou c'est pour 2-3 grands projets que vous avez suivi cette structure-là, et les autres sont plutôt des articles périphériques? Quel type de contenu? Qu'est-ce que je peux y trouver? Voilà, alors, je vais me connecter sur My Local Farmer. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Alors aujourd'hui, quand tu te connectes sur My Local Farmer, effectivement, tu vois les articles avec une chronologie. Donc on raconte une histoire, donc on peut lire les articles dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on part du lancement où on annonce l'ouverture du blog, le premier projet, et c'est vrai qu'il y a une histoire, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire. L'entreprise commence par un premier projet qui se passe durant la crise Covid, où ils se retrouvent tous en travail à la maison, travail à distance, et il faut permettre aux employés de travailler à distance, et le VPN de la société ne passe pas à l'échelle, et donc rapidement ils déploient une solution de VPN à travers AWS. Et ça, c'est leur premier projet sur AWS. Et le deuxième projet, c'est sur le fait que cette entreprise, au départ, c'est une place de marché, mais ils gèrent pas la livraison. C'est-à-dire que le business model, c'est moi, je vais sur le site, je passe ma commande, mais j'irai chercher à la ferme à côté de chez moi ma commande. Sauf que quand tout le monde se retrouve verrouillé à la maison, les gens ne peuvent plus aller chercher leur commande. Et donc, ils rajoutent rapidement une fonctionnalité de gestion de livraison sur la plateforme en ligne. Et donc la deuxième histoire, c'est comment en quelques semaines ils rajoutent cette fonctionnalité-là en prenant des décisions business. Non, on va pas supporter telle fonctionnalité, on va pas faire ça, en mode serverless pour aller très vite. Et ensuite, petit à petit, fort de ces deux premiers succès, on démarre une autre histoire sur la migration d'une application Java. On a démarré encore une autre histoire sur la migration d'une application métier développée en .NET. Et en 2022, parce que on a déjà des projets pour 2022, le gros sujet, ça va être la migration de leur plateforme Magento, parce que globalement, la plateforme d'e-commerce, elle est basée sur Magento. Donc Magento, je suis pas expert du tout là-dedans, mais juste en une ligne, c'est un framework ou un logiciel qu'on peut installer. Tout à fait, gère en une PHP. Plateforme d'e-commerce c'est une plateforme avec catalogue, etc. Tout à fait, c'est ça, développé en PHP. Et en fait, on sait que dans le secteur du retail, on a beaucoup de nos clients qui utilisent cette plateforme-là. Et on n'a pas forcément énormément de contenu. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément énormément de contenu qui... Comment hoster un Magento dans le cloud. Donc, comment migrer, comment hoster un Magento dans le cloud. Et on s'est dit que ça allait être un des gros sujets de 2022, de faire cette migration. Et pourquoi on ne l'a pas fait en premier? Parce que un vrai client AWS, il va pas forcément tout de suite prendre son application critique pour son cœur de métier et la migrer sur AWS. Il va plutôt faire en général comme ce qu'on a fait là dans cette société, c'est
prendre une première application, se faire la main dessus, prendre une deuxième application, se faire la main dessus, voir que ça réussit, et à un moment, décider, ok, là maintenant on y va et on prend l'application critique pour notre business et on la migre sur AWS. Et quelque part, là, la société, elle en est arrivée à cette étape-là. C'est son étape de 2022, c'est de se dire, ok, on a fait les premiers projets, ça marche, on est content, on a vu les points forts, les points faibles, et on y va en 2022, là on passe l'étape supérieure. Tu as beaucoup parlé de migration, il y a les deux. Il y a des exemples de projets où c'est une nouvelle application cloud native, comme on dit, qu'on développe directement en serverless, et puis des migrations. Tout à fait. Alors c'est ce qu'on a fait par exemple avec l'histoire en Java, où on développe une application serverless. Il y a une migration d'application Java, puis modernisation. Donc ça va être, on a fait la partie modernisation, et là on va la partie migration en 2021, et on va parler de la partie modernisation en 2022. Pareil, sur la partie .NET, on a commencé à parler de comment je découpe mon application qui était monolithique en microservices. On a démarré cette histoire-là, et ça, c'est un sujet sur le long terme, donc on va continuer en 2022. Donc effectivement, il y en a un petit peu pour tous les goûts, parce que c'est aussi l'histoire qu'on voit chez nos clients. Il n'y a pas que de la migration, il y a aussi des nouveaux projets, et puis les nouveaux projets, ils peuvent aller directement, par exemple, en mode cloud native, avec soit du serverless, soit du conteneur. Et puis il y a aussi des applications qui sont là depuis longtemps, et qui vont être là pendant encore longtemps, et qu'il faut moderniser. Ce qui est la réalité finalement des clients avec lesquels on travaille. Il y a des nouvelles applications qui apparaissent, il y a des applications à migrer. Tu parlais de casser le monolithe et d'aller vers du microservice. C'est une des questions que j'ai que je reçois le plus fréquemment quand on fait des conférences et qu'on parle de microservices. On me dit à la fin, oui, mais c'est bien beau votre truc, mais comment on migre? Donc ça, c'est du contenu 2022. C'est ça, tout à fait. C'est du contenu 2022. Et petit teaser pour un truc que j'ai fait, je ne sais pas quand vous allez écouter ce podcast, mais vers la mi-décembre, le 13 décembre de l'année 2021, probablement de l'année passée au moment où vous nous écoutez, il y avait un meet-up sur la migration, un meet-up du AWS User Group Paris sur la migration, où j'ai justement parlé de casser le monolithe, et je montrais un nouveau service qui avait été annoncé à reInvent qui s'appelle Refactor Space. Je te glisse ça. Tout à fait. comme service peut-être à utiliser. Est-ce que je peux chercher aussi des sujets par thématique? Voilà, je dois migrer une base de données, ou je dois refactoriser une base de données de NoSQL sur SQL. Est-ce que ça se lit plutôt en une série d'histoires, ou est-ce que je peux aller chercher des thématiques techniques spécifiques? Alors, il y a des thématiques spécifiques. Alors, typiquement, l'histoire qui est la plus avancée aujourd'hui, c'est l'histoire de notre application Java développée directement en mode cloud natif, où là on a adressé tous les sujets, donc du test, du monitoring, ce genre de choses. Donc là, oui, on peut aller chercher directement un article spécifique. Typiquement sur cette série-là, on a un article qui marche très bien et sur lequel on a pas mal de trafic qui vient de la recherche Google, qui est comment je me connecte depuis AWS Lambda avec du code Java à une base de données Amazon RDS. Voilà, une base de données relationnelle hébergée par Amazon RDS. Et ce service-là, aujourd'hui, il continue à avoir, enfin ce poste-là, pardon, il continue à avoir un flux de trafic constant qui provient des recherches Google. Donc ça va au-delà du Hello World. Les démos qu'on fait d'habitude dans nos équipes, c'est montrer comment on crée un microservice, et puis voilà. Mais vous adressez vraiment des problématiques réelles de cas clients réels, en montrant comment on fait du testing, du unit testing, comment on fait du monitoring, de l'observabilité. Donc vous prenez le bébé de bout en bout, le problème de bout en bout. C'est ça. C'est ce qu'on essaye de faire, effectivement, de vraiment le voir dans le problème dans son ensemble, pour aller un peu plus loin que le Hello World traditionnel, parce que des fois il y a des problématiques qui apparaissent que quand on met toutes les briques ensemble. Donc c'est pour ça qu'on essaie de le faire. Et ça, c'est votre expérience en tant que solution architect, et de travailler au contact des clients qui vous apprennent ces cas d'utilisation-là. Tu as dit que vous aviez des opinions techniques fortes, vous avez fait des choix techniques, comme toute entreprise le ferait. Tu as mentionné plusieurs fois Java et .NET. Et dans mon monde à moi, mes démos, c'est plutôt Python et Node.js. Donc pourquoi ce choix Java.NET? Alors ce choix,
Alors déjà, on a créé une entreprise avec une histoire, donc on a écrit l'histoire de l'entreprise. Cette entreprise, elle a plus d'une dizaine d'années. Et donc elle a déjà un patrimoine logiciel et finalement quand on regarde du legacy, tu veux dire? Voilà, non, legacy, j'utilise plus trop ce terme-là parce que ça commence à avoir une connotation négative. Donc j'aime bien parler de patrimoine logiciel. J'aime bien, je note l'expression, je la réutiliserai. Merci. Donc les entreprises ont un patrimoine logiciel et en général quand on regarde les entreprises qui ont un patrimoine logiciel qui a plus de 10 ans, il y a 10 ans finalement les deux filières de développement qui dominaient le marché, c'est Java et .NET, et ces filières-là, c'est vrai qu'on n'en parle plus énormément. On a des fois le sentiment même, j'irais presque un peu à dire qu'elles sont mortes, alors qu'en fait quand on discute avec nos clients, c'est l'essentiel du code qui existe au sein des entreprises. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là fort de dire maintenant on va parler de Java et .NET parce que bien sûr qu'on peut développer des nouvelles applications avec Python, avec TypeScript, JavaScript, avec Go, avec Rust, ce qui sont des langages vraiment qui ont la faveur des développeurs aujourd'hui. Mais ce qui existe dans les entreprises, c'est Java et .NET. Et donc c'est pour ça qu'on voulait parler de ces deux filières de développement. De nouveau, pour coller le plus possible à la réalité des clients, c'est une critique qu'on peut faire aux developer advocate, aux technical evangelistes que je suis. Donc je suis le premier à me critiquer en disant ça, je ne critique pas mes collègues, mais c'est vrai qu'on va souvent sur des langages plus sexy, pour ne pas dire plus modernes, c'est surtout plus sexy, peut-être plus aligné avec ce que font les startups également, et on prend moins en compte, et on devrait prendre l'existant des entreprises qui est effectivement, comme tu le dis, essentiellement basé sur Java et .NET. Récemment, en décembre, on a encore vu tout le fuss qu'il y a eu autour de certaines vulnérabilités, pas de Java, mais de librairies de Log4j autour de Java, ce qui montre que la réalité est quand même très, très, très basée sur Java. Vous avez fait d'autres choix structurants, vous avez mentionné le CDK tout à l'heure. Je me souviens avoir lu un article sur Kubernetes qui était assez structurant également. C'est vrai, on a écrit un article sur Kubernetes, très, très opinionated, comme on dit en anglais. Structurant en français, effectivement. Où là, on explique que l'entreprise fait le choix de ne pas aller avec Kubernetes, parce que ça demande beaucoup d'expertise et que eux, leur envie, c'est juste de faire tourner des conteneurs. En fait, ils voient bien la plus-value pour leurs équipes de développement et leurs équipes qui opèrent leur infrastructure, d'utiliser les conteneurs pour packager leurs applications, pour packager les dépendances de l'application avec elles et d'isoler l'application dans les conteneurs, et pour densifier l'infrastructure. Mais ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont pas de compétences Kubernetes, et que de ce qu'on lit aujourd'hui dans la littérature et les retours d'expérience aujourd'hui des entreprises qui font du Kubernetes au quotidien, opérer Kubernetes, c'est pas quelque chose de simple, c'est une vraie compétence, ça s'acquiert, ça s'apprend, alors qu'aujourd'hui on a des services managés qui permettent d'exécuter des conteneurs, voire même des services serverless qui permettent d'exécuter des conteneurs, où on va pas du tout se soucier de gérer l'infrastructure et l'orchestrateur sous-jacent. Et donc ils font le choix de se dire, nous on est une entreprise plutôt de développeurs, on a plutôt des grosses équipes de développement, mais des petites équipes de gestion de nos opérations, et on va vouloir simplifier au maximum toutes les choses qu'on a à opérer, et donc l'entreprise fait le choix de ne pas aller vers Kubernetes et plutôt d'utiliser donc un service qui s'appelle ECS avec Fargate. Donc ces deux services, Amazon ECS et AWS Fargate, permettent d'exécuter des charges de travail de conteneurs sans avoir à se préoccuper de la gestion de l'infrastructure. Donc c'est vrai que ça c'est un article qui a été extrêmement populaire, et avec beaucoup de retours positifs. On a eu des retours de clients qui nous disaient nous on a pris cette stratégie là. Un article qui a eu plus de succès finalement que ce à quoi on s'attendait.
C'est marrant que tu dises ça, parce que j'ai enregistré un podcast, il n'est pas encore publié à l'heure où on enregistre, mais à l'heure où vous écouterez ce podcast, il sera probablement publié, avec un studio de jeux qui s'appelle Amplitude, qui développe des jeux, et ils se définissent comme des développeurs qui déploient du code. Ils sont en mode full DevOps, ils n'ont pas d'administrateur système dédié, et donc à la base ce sont des développeurs qui par accident doivent bien déployer leur code, et ils ont fait exactement le même choix pour exactement les mêmes raisons. C'est presque mot pour mot ce que tu as expliqué. On ne veut pas aller dans les complexités de gestion d'un cluster Kubernetes, on reste sur des choses que nous développeurs on peut gérer. Ils ont fait le choix de CS également plutôt que de KS. Si ce sujet-là vous intéresse, je vous invite à regarder dans la liste des podcasts et trouver le podcast avec Amplitude. Mais c'est votre parti pris, c'est de partir d'un point de vue développeur? Tout à fait. C'est notre priorité. Sera toujours le point de vue des développeurs. C'est-à-dire qu'on part du point de vue des développeurs et après on essaie de l'étendre aux autres sujets en disant ok, vue du développeur, c'est ça la perspective, mais on doit quand même prendre en compte les considérations sécurité, les considérations de comment j'opère quand même l'infrastructure, mais on part toujours du point de vue des développeurs en se disant c'est une entreprise orientée développement, donc l'entreprise fait des choix technologiques qui favorisent la productivité des développeurs et qui minimisent la charge en termes d'opération de l'infrastructure. Il y a une équipe qui est derrière ça, tu n'es pas tout seul à écrire ce blog post, et en fait j'ai deux questions, mais je commence par qui? D'abord tu as dit Des Solution Architects, c'est franco-français, c'est international? Alors c'est une équipe basée donc l'équipe d'origine c'est une équipe basée en Europe, l'équipe des spécialistes builders, donc c'est une équipe de Solution Architects qui développe des solutions pour les clients AWS. Donc des solutions qui vont servir d'exemple ou qui vont venir combler un manque dans les services AWS, potentiellement le temps que il y a un service qui réponde aux besoins, ou en tout cas qui vont illustrer comment on peut utiliser les services AWS. Et puis petit à petit, comme on devait considérer d'autres sujets comme donc la sécurité, la gestion des infrastructures, eh bien très rapidement on a embarqué avec nous d'autres solution architects, d'autres équipes qui avaient d'autres spécialités, justement spécialité sécurité, spécialité migration, spécialité management, et puis petit à petit on s'est aussi on a commencé à travailler main dans la main aussi avec les équipes développeurs advocates, parce que là aussi dans ces équipes là il y a beaucoup de feedback des communautés, des développeurs. Par exemple, il y a Nathan Peck, qui est un développeur advocate des équipes conteneurs, qui a travaillé avec moi sur le post sur ECS et Fargate. Et alors, pendant que tu parlais, je me disais, mais tiens, si vous devez démontrer des migrations comme Magento avec une base de données, etc., ça veut dire que vous avez un environnement lab permanent, vous avez vraiment créé l'infrastructure de cette société dans un compte AWS pour pouvoir travailler dessus, la migrer et tester. Alors, on n'a pas encore l'infrastructure Magento, mais oui, on va l'avoir. Par exemple, sur le VPN, je prends cet exemple-là parce que je l'ai bien en tête. Sur le VPN, oui, on a créé des templates CDK qui nous permettent de déployer un environnement qui simule un environnement de réseau qu'on pourrait avoir dans un data center, donc voilà, d'entreprise, et qui nous permet donc dans un autre compte AWS de venir créer donc là la solution de VPN sur AWS et d'interconnecter les deux réseaux ensemble. Donc on a vraiment créé l'ensemble. Mis des box EC2 avec un soft VPN qui joue le rôle de boîte Cisco, etc., qu'on pourrait trouver dans un data center normal. Tout à fait. Et on a même été jusqu'à déployer un Active Directory pour avoir l'identité utilisateur et prendre ça en compte. On a récemment publié un article sur justement AWS SO et Active Directory et Azure Active Directory, parce qu'on sait qu'on a énormément de clients qui utilisent Azure Active Directory parce qu'ils utilisent Microsoft Office 365. Donc c'est un sujet qui revient régulièrement. Et là aussi on a travaillé sur avoir nos propres infrastructures pour pouvoir tester en conditions réelles. Et ce code-là, vous le partagez également sur le GitHub, je veux dire le code de test Alors oui, là, sur monter les environnements, oui, c'est des choses qu'on partage aussi. Alors, des fois, on partage pas tout
parce qu'on se dit que c'est pas forcément complètement pertinent. Mais oui, quand c'est nécessaire, quand on estime que c'est nécessaire, on le partage. Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Donc c'est ilovemylocalfarmer.io. Voilà. I love, tout attaché, tout en un mot, tout en minuscule. Tout attaché un mot, voilà. Et on arrive directement sur le blog. Et sinon, sur GitHub, vous cherchez le repo sur AWS Samples, le repo I love my local farmer. Et vous trouvez tout notre code source. Ah oui, vous l'avez quand même rattaché à AWS Samples, c'est pas un repo. Non, c'est pas. Non. Sous le nom I love my local farmer. Alors, ce qui. Alors, il y a des questions légales pour ça. Des questions légales et puis des questions aussi de relecture de code, de sécurité. Ouais. Donc. Oui, tout le code que nous publions est approuvé par notre équipe légale et pour s'assurer qu'on a les bonnes licences en bons endroits et les bons banners en hauteur des textes. C'est pas eux qui vont regarder le code, mais ils s'assurent que la forme est correcte. C'est ça. Et puis nous avons des processus internes de review de code également. On partage pas du code avec vous qui a été fait sur un coin de table comme ça. On doit s'assurer que les best practices en matière de sécurité sont remplies. En t'écoutant parler, je me disais tiens, ça ferait le bon sujet. Voilà, je pars en vacances, j'ai pas nécessairement envie de me trimballer avec un ordinateur pour un blog. Il paraît qu'il y a une petite société qui s'appelle Amazon qui fait du self-publishing sur Kindle. Tu penses pas à mettre tout ça dans un EPUB qu'on peut avoir sur son Kindle plus tard ? Alors, tu n'es pas le premier à me faire cette remarque, et donc c'est quelque chose que je vais commencer à considérer effectivement, parce que voilà, ça fait plusieurs fois qu'on m'en parle. C'était pas l'idée initiale, mais il faut que je m'ouvre à cette idée parce que tu n'es pas le premier. Non, mais maintenant vous avez suffisamment de contenu pour être significativement, pour faire en bouquin à partir de ça quasiment, et en self-publishing c'est relativement facile et sans les contraintes de l'édition traditionnelle. Voilà, je lance l'idée comme ça. Envoyez un message à François si vous voulez aussi avoir ce contenu-là sur votre Kindle. C'est en anglais, hein, je l'ai dit au début, je le répète, donc on parle ici en français, donc il faut quand même pouvoir lire l'anglais comme la plupart d'entre vous évidemment peuvent le faire quand on travaille dans des métiers de l'IT. ilovemylocalfarmer.io. On va terminer avec tes plans pour 2022. Tu as déjà dit que ça allait continuer, que vous allez aller plus en détail dans certains sujets, lancer des nouveaux projets comme le sujet de migration de plateforme e-commerce. Quoi d'autre ? Alors c'est les gros sujets. Donc plateforme e-commerce, donc casser les monolithes en microservices, ça va être nos grosses thématiques donc de 2022, et on va commencer en 2022 aussi à toucher du doigt les sujets analytics, et en fonction de l'avancée de l'entreprise, parce que ça aussi c'est une réalité, on ira peut-être jusqu'au sujet AI et machine learning, mais c'est pareil, c'est pas avant de pouvoir commencer à faire de l'AI et du machine learning, des fois il faut d'abord commencer à gérer avoir des données et les gérer correctement, organiser son data lake. Donc ça va être des sujets de 2022. Et on reste aussi ouvert, c'est-à-dire qu'on reste aussi ouvert à la réaction de nos lecteurs. C'est-à-dire qu'à un moment, si on voit qu'il y a un sujet qui intéresse plus les lecteurs, qui suscite plus de retours, des interrogations, des questions, eh bien, on s'interdit pas de creuser encore plus loin ce sujet. Voilà, donc on veut rester aussi ouvert aux réactions de nos lecteurs. François Bautruche, Senior Developer Advocate chez AWS et ilovemylocalfarmer.io, ce blog qui explique comment une entreprise fictive applique des cas réels de migration, on peut dire ça comme ça, de migration et de développement d'applications web, toute une série à découvrir, à lire quand vous avez un peu de temps, ilovemylocalfarmer.io. Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français. Vendredi prochain, on se retrouve pour la revue des nouveautés des 2 dernières semaines. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.